âgées et des personnes en situation de handicap. L'émission ne prévoit pas les échanges en direct, compte tenu de son format et du temps imparti. Par contre, vous êtes invités et encouragés à poser vos questions dans le chat prévu à cet effet. Vous pouvez le repérer dans le visuel Team, juste le logo QR situé à côté du visuel message. Nous y répondrons dans un second temps dans la foire aux questions, qui sera transmise également à l'ensemble des participants et des inscrits. De même, si vous souhaitez, et là on en profite, si vous souhaitez approfondir certains aspects du sujet, voire même si vous rencontrez le besoin d'aborder certains autres sujets, n'hésitez pas à utiliser cet espace pour vous exprimer, afin que nous puissions en prendre compte dans la programmation des futurs rendez-vous mensuels. Le lien d'accès à la vidéo YouTube sera également adressé à l'issue de ce rendez-vous, avec l'ensemble des supports qui seront présentés. Il permettra aussi, ce lien vous permettra d'accéder à l'ensemble des vidéos qui ont été émises depuis l'origine du rendez-vous. Tout cela étant dit, ma collègue et moi-même vous proposons en fait de découvrir le sujet, pour lequel nous avons également le plaisir d'accueillir aujourd'hui 2 intervenants pour nous informer de façon détaillée sur le sujet du jour, qui se révèle à la fois vaste et technique. Donc on accueillera monsieur Aurélien Régnier, qui est responsable du pôle de l'offre et de la contractualisation au sein du département. Également, monsieur Patrice Sancet, responsable du service établissement personnes âgées. À l'ordre du jour seront abordés les aspects suivants, donc les modes de prise en charge et en hébergement et à domicile, à la fois pour les personnes en situation de handicap, mais également pour les personnes âgées, mais aussi une approche sur les dispositifs mixtes. Enfin, le financement, les aides possibles, dont l'aide sociale, vous seront présentées par ma collègue Madame Khelifa. Et nous terminerons par une proposition de quelques outils de recherche d'établissement. Avant de laisser la parole donc à nos 2 invités, quelques mots contextuels et introductifs. L'horloge démographique tourne et transforme les baby-boomers en pépi-boomers. Le vieillissement massif de la population accroît les besoins de prise en charge, notamment pour les personnes en situation de dépendance. Le système de santé, les services sociaux ou médico-sociaux, le service du logement doivent s'adapter. Selon les chiffres de l'INSEE, évidemment, nous avons 21,3% de personnes de plus de 65 ans en janvier 2023. Et ce chiffre, en fait, va être en explosion, véritablement, à partir de 2030, où, de toute façon, dès 2030, on sera avec une inversion de la courbe démographique, avec la population âgée qui sera plus importante que les moins de 15 ans. Vous avez également sur votre droite quelques données avec les évolutions jusque 2080. Les dispositifs publics ou privés de solidarité sont donc concernés par cette situation, et cette réalité touche aussi bien les personnes âgées que les personnes en situation de handicap. Dans ce cadre, le législateur s'attache à répondre aux enjeux sociétaux. Et la loi du 8 avril 2024, qui porte mesures pour bâtir la société du bien-venir et de l'autonomie, donc le journal officiel du 9 avril 2024, propose plusieurs mesures, telles que justement pour les personnes âgées, le rapprochement des structures sociales et médico-sociales par territoire, ou encore des modulations de tarifs pour les usagers ne relevant pas de la sociale. Mais aussi dans cette loi, certaines propositions concernent les 2 publics, donc tant pour les personnes en situation de handicap que pour les personnes âgées, notamment sur les dispositions axées sur la lutte contre l'isolement, l'habitat inclusif ou encore la promotion de la bientraitance. Quelle que soit sa forme,
le handicap pose de nombreux problèmes aux adultes, Bien. aux personnes adultes qui en sont Ouais. atteintes, ainsi qu'à leurs proches aidants. Ah, Selon le degré de gravité de ce handicap, faire des travaux d'aménagement ou employer une aide à domicile peuvent ne pas suffire à assurer le bien-être et la sécurité de la personne concernée. Cette réalité touche évidemment les personnes âgées également. Dans ce cas-là et dans ces cas-là, la nécessité de trouver un autre lieu de vie devient incontournable. Lequel? Quels sont les différents modes d'hébergement et de prise en charge possibles? C'est l'objet de notre sujet aujourd'hui. Donc, nous allons aborder ce sujet au travers d'une première approche pour les personnes en situation de handicap, suivie ensuite des personnes âgées. Sur ce visuel, vous pourrez donc apprécier les différents sujets qui vont être abordés. Donc, finalement, pour le public en situation de handicap, quel est-il? Donc, toutes les personnes qui sont en situation de handicap. Les démarches à réaliser, il faut vraiment avoir une orientation de la MDPH pour toutes les structures en établissement, excepté pour les résidences-services, et on aura une explication de ces établissements juste après. La personne en tant que telle peut réaliser cette demande, cette démarche, mais également l'entourage, le médecin, les travailleurs sociaux. Voilà, la liste n'est pas exhaustive. Et les lieux où s'adresser concernent donc le CCAS, les relais autonomie clic, la MDPH, etc. Nous allons aborder également un aspect sur le financement, comment ça fonctionne, aussi bien le financement en direct pour les établissements, mais également ce qui concerne le reste à charge pour les personnes en tant que telles. Et donc les solutions qui vont être exposées concernent bien les solutions en établissement, mais également quelques éléments de rappel sur le maintien à domicile avec des services en milieu ouvert. Je vous propose donc cette présentation des établissements et des solutions de prise en charge, donc en établissement et en milieu ouvert, par Monsieur Régnier. bonjour. Alors, il y a différents établissements en fonction du degré d'autonomie des personnes. C'est ce que le schéma figure de gauche à droite. Les personnes les plus autonomes, entre guillemets, peuvent prétendre être hébergées dans une résidence-service que le département a souhaité autoriser, contrairement à d'autres départements. Donc, ce sont des résidences qui ne nécessitent pas effectivement d'orientation MDPH parce que c'est un mode d'hébergement, comment dire, innovant en quelque sorte. Euh, Après, les personnes handicapées travailleurs peuvent généralement chercher un hébergement en foyer logement ou en foyer d'hébergement selon leur capacité à assurer leur autonomie au jour le jour, enfin leur quotidien. Et les personnes qui sont non travailleuses ou non travailleurs donc sont plutôt dans la partie droite à partir des foyers de vie. Donc les foyers de vie étant des foyers où, pour le coup, les personnes sont accompagnées toute la journée, puisqu'elles ne travaillent pas. Elles sont bien sûr donc hébergées la nuit, comme dans les autres hébergements présentés ici. Et donc, avec divers degrés d'autonomie au sein des foyers de vie, hein, il peut y avoir plusieurs formules, des formules en logement autonome ou des formules en internat classique, on va dire. Et pour les situations qui nécessitent une médicalisation, on passe ensuite aux deux derniers modes. D'abord en foyer d'accueil médicalisé, qui sont des foyers gérés conjointement avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, pardon. Et puis, pour les personnes les moins autonomes ayant besoin d'une médicalisation,
on est donc dans le mode de la maison d'accueil spécialisée, la MAS, qui, elle, relève exclusivement de l'Agence régionale de santé. Alors, dans le détail, vous voyez en haut les modes qui relèvent de la compétence du département que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les résidences-services, les foyers logements, les foyers d'hébergement, les foyers de vie, et en bas, les deux modes qui relèvent, alors, soit d'une compétence conjointe pour les femmes, comme je le disais, soit d'une compétence exclusive pour les masses. En résidence-service ou en foyer-logement, on a des appartements complets avec des parties communes. Ça peut être du logement diffus, et la restauration n'est pas obligatoire. Chacun peut se faire à manger chez lui, mais même si des repas peuvent être proposés, notamment le soir. Il y a donc un accompagnement qui est relativement léger puisque les personnes sont assez autonomes. C'est essentiellement le matin, le soir et le week-end. Avec, par conséquent, c'est quasiment le même public hein, dans les deux modes de logement, il faut le savoir. L'accompagnement est un peu plus important en foyer logement. Par contre, donc, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'orientation CDAPH, donc MDPH pour les résidences-services. C'est un mode un peu original. Par contre, pour le foyer logement, on est bien dans le mode classique des ESMS et donc avec une orientation MDPH. Sur le plan financier, les deux, dans le département du Nord, les deux font l'objet d'une dotation annuelle. Et alors, on a indiqué contribution des résidents, mais c'est le plus souvent, c'est le paiement d'un loyer. Mais le code prévoit, notamment pour les foyers logements, une contribution. Il y a, de la même manière qu'il n'y a pas d'orientation de DPH pour les résidences-services, il n'y a pas d'aide sociale. Enfin, pas généralement, encore qu'il y a des cas, il y a des cas particuliers, mais c'est le principe. Pour les foyers de logement, on a une aide sociale départementale classique. Sur les foyers d'hébergement ou les foyers de vie, on les a regroupés, même si les deux s'adressent à des publics différents. Les foyers d'hébergement à des travailleurs, les foyers de vie à des non-travailleurs. On est sur des chambres ou des appartements autour d'un lieu de vie collectif, avec une restauration souvent organisée le soir pour les foyers d'hébergement et toute la journée pour les foyers de vie. Les foyers de vie donc, ont une importante activité de jour, c'est modulé selon l'autonomie des personnes. Par conséquent, alors sur les foyers d'hébergement, là, il y a, contrairement à certains comment dire, en tout cas, dans les foyers d'hébergement, il y a bien une surveillance la nuit des activités le week-end. Donc, le foyer de vie, c'est bien tout le temps. La dotation annuelle et la contribution des résidents, c'est classique. Il y a de l'aide sociale départementale, ça c'est classique. Le foyer d'accueil médicalisé va ressembler quand même assez fortement au foyer de vie. Il y a une restauration, il y a alors, il y a des soins médicaux en plus, mais après, il y a aussi le mode de l'aide sociale et de la dotation départementale. Pour les masses, donc cela concerne uniquement l'ARS, donc c'est une dotation de l'Agence régionale de santé pour la partie soins et pour la partie pour le reste des frais, puisque ils sont seuls à assurer le dispositif. Dans l'ensemble de ces modes d'hébergement, il y a bien sûr du personnel éducatif et il peut y avoir du personnel soignant dans un certain nombre de cas. En milieu ouvert, alors on a différentes modalités d'accompagnement en milieu ouvert. On a l'hébergement temporaire qui, du coup, est un hébergement donc sans nuitée, ou pour l'accueil de jour, ce qu'on appelle l'accueil de jour, ou alors effectivement l'hébergement temporaire en établissement, c'est plus l'hébergement jour et nuit sur une période donnée. On a un plafond de 90 jours d'hébergement temporaire par année civile.
avec des possibilités de dérogation sur demande. L'accueil temporaire permet aussi l'accueil pour les urgences, mais c'est également donc un accompagnement qui doit être de qualité, qui doit permettre l'autodétermination, une réflexion pour un choix de vie aussi. Donc c'est une offre qui s'adresse à plusieurs types de besoins différents. Et là, la contribution de la personne est une contribution forfaitaire qui correspond au forfait hospitalier. Les accueils de jour, de leur côté, sont donc des accueils en journée. Ils peuvent être temporaires. On a des accueils de jour médicalisés ou non médicalisés, cela dépend. Il faut classiquement, d'ailleurs comme pour l'hébergement temporaire, il faut une orientation des DPH. Et généralement, ce sont des personnes qui ne peuvent pas ou qui ne peuvent plus travailler. Donc on a des personnes donc à domicile qui viennent en accueil de jour toute la semaine ou un jour par semaine ou 2 jours par semaine. C'est assez souple. Il y a des frais de repas demandés par l'accueil de jour, mais pas de contribution à proprement parler. Les services d'accompagnement à la vie sociale, les SAVS, sont des services pour accompagner les personnes à domicile et sont des services non médicalisés qui relèvent de la compétence du département. L'idée, c'est de favoriser l'autonomie des personnes, de les accompagner dans le maintien ou la restauration de liens familiaux, de liens sociaux, scolaires, universitaires, professionnels, de les aider dans leur démarche administrative. Voilà, donc c'est une intervention qui est la plupart du temps ponctuelle en semaine, qui vient en appui d'une personne qui a quand même une certaine autonomie chez lui ou qui est chez ses parents, donc qui peut assumer un certain nombre de tâches quotidiennes. En face de cela, on a l'équivalent, mais médicalisé, les services d'accompagnement médico-sociaux pour adultes handicapés, les SAMSA. Désolé pour ces noms un peu compliqués. Donc c'est quasiment la même chose, mais avec une composante médicale pour le coup. On a aussi les liens sociaux, familiaux et autres, mais on a aussi un accompagnement aux rendez-vous médicaux ou paramédicaux en ville, en milieu ouvert. Et là, effectivement, là non plus, il n'y a pas de contribution en tant que telle. S'il fallait indiquer une répartition des coûts d'un SAMSA entre le département et l'ARS, les 2 tiers sont pour le département et 1 tiers pour l'ARS. Voilà, donc bon, je pense avoir tout dit là-dessus. Merci, merci Monsieur Régnier pour cette explication des prises en charge spécifiques pour les personnes en situation de handicap. Tout comme ce public, les personnes âgées disposent également de plusieurs formes de prise en charge selon leur degré d'autonomie. Et donc, tel qu'il vous a été proposé précédemment, le même exercice va être formulé juste après. Donc, quand on parle de personnes âgées, qui est concerné? Donc, les personnes de plus de 60 ans. Par contre, on a quelques dérogations, et notamment des personnes en situation de handicap de moins de 60 ans ou encore des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer de façon précoce. Les démarches qui pourront être effectuées, ce sont les dossiers relatifs donc à l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, des dossiers également au niveau de la CARSAT ou au niveau des mutuelles. Donc ça sera exposé aussi juste après. Pour qui, donc, tout comme précédemment, donc l'intéressé peut formuler une demande, mais également son entourage, le médecin, un service social hospitalier, d'autres travailleurs sociaux, les mandataires ou tuteurs. Et les lieux où s'adresser, ce sont particulièrement les relais autonomie, les CCS, les CLIC,
et d'autres lieux d'information et d'orientation. Les solutions qui peuvent être proposées, donc on a également donc cette proposition en établissement, mais également le maintien à domicile avec des prestations. Le financement va être également proposé, donc avec les formulations de financement et les aides que les personnes peuvent activer au niveau des différents dispositifs. Voilà, je vous propose donc cette explication plus précise par Monsieur Sensé. Bonjour à tous. Me voilà. Alors là, on vous a présenté aussi de la même façon que pour les personnes en situation de handicap, un peu le panel des offres disponibles pour les personnes âgées en fonction du degré d'autonomie. Alors, ce n'est pas évidemment d'une précision ultime, hein, mais ça donne un exemple. Et on a mis à gauche deux types d'offres dont on entend beaucoup parler, les béguinages et notamment les résidences seniors, dont on entend de plus en plus parler. On les a mises là plus par référence, puisque ce sont des offres qui ne relèvent pas de l'autorisation du département ni de l'ARS, qui ne relèvent pas du Code de l'action sociale et des familles, et donc qui ne donnent pas lieu à notamment l'aide sociale. Mais comme elles existent, il est bon de savoir qu'elles existent et qu'elles, par contre, elles ont leur propre fonctionnement, elles relèvent du Code de la construction et de l'habitat. Donc, si on commence sur le champ social, médico-social, on va commencer par les résidences autonomie qui sont ouvertes aux personnes âgées autonomes, puisque la loi donne certaines limites dans l'accueil de personnes dépendantes en résidence autonomie. Et puis, si on avance un petit peu, on a effectivement après les EHPAD, évidemment, pour les personnes qui présentent une perte d'autonomie importante et un niveau de dépendance plus important. Les EHPAD pouvant proposer donc de l'hébergement permanent, bien sûr, mais aussi de l'hébergement temporaire, un hébergement en unité de vie spécifique, unité de vie protégée pour les personnes souffrant de maladies Alzheimer ou apparentées, de déficiences cognitives, mais aussi des unités de vie pour personnes handicapées âgées. Ça existe également dans les EHPAD, notamment dans le Nord. Et les PASA, les pôles d'activité de soins adaptés, qui sont une offre spécifique aussi pour les personnes présentant des troubles cognitifs. Également des accueils de jour qui peuvent être à la fois proposés par des EHPAD, mais aussi être autonomes. Et enfin, en bout de piste, on a les unités de soins longue durée, alors qui ne relèvent pas du Code de l'action sociale et des familles, qui sont des structures sanitaires, qui relèvent du Code de la santé publique, mais qui ont un financement et un mode de financement et d'autorisation un peu similaire à un EHPAD. Et donc, il y a aussi une intervention du département sur ces structures. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, donc les résidences autonomie, elles s'appellent comme ça depuis 2015, depuis la loi d'adaptation de la société au vieillissement. On les appelait avant foyer-logement, logement-foyer, ça dépendait. Résidence personnes âgées, il y a eu un peu tous les noms. Elles s'adressent en tout cas à des personnes âgées, donc plus de 60 ans, autonomes, et elles ont un fonctionnement un peu spécifique dans le sens où c'est effectivement un établissement relevant un établissement social, médico-social, mais en même temps, la personne est dans son logement, chez elle, et donc a accès au sein de son logement à l'ensemble des services auxquels elle pourrait avoir accès si elle était à son domicile hors d'une résidence autonomie. Donc, elle a accès aux services à domicile, aux services de soins à domicile, à l'hospitalisation à domicile, et avec tous les financements qui en font partie, notamment l'APA domicile. Par contre, la résidence a une obligation d'offrir un certain nombre de prestations qui sont listées par la loi, et notamment l'offrir un repas par jour minimum, de l'animation, de l'administration, de la sécurité 24 heures sur 24, quelle que soit la façon dont c'est proposé, ça doit être systématiquement proposé. Certaines de ces résidences autonomie, une bonne partie, sont habilitées à l'aide sociale, c'est-à-dire qu'elles peuvent accueillir des personnes qui bénéficient de l'aide sociale départementale. Et dans le cadre également des dispositifs de la loi de 2015, avec la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, les résidences autonomie bénéficient aussi d'un forfait autonomie, c'est-à-dire d'un financement qui leur permet de mettre en place des actions de prévention
essentiellement liées à de l'animation, quoi, hein, et à la vie sociale, au développement de la vie sociale dans la structure. Donc voilà pour la résidence autonomie, peut-être moins connue que les EHPAD, et on peut effectivement, oui, on me fait signe qu'effectivement on peut accueillir des personnes en situation de handicap dans les résidences autonomie et des personnes de moins de 60 ans, même si, notamment pour les personnes en situation de handicap, on ne peut pas dépasser 15% de la capacité d'accueil. On peut aussi également accueillir dans ces 15% des étudiants et des jeunes travailleurs. Voilà, c'est bon, on me dit que c'est bon. Euh, alors, ensuite, il y a les EHPAD. Les EHPAD, c'est un peu plus connu, hein, donc peut-être que je peux aller plus vite là-dessus. Les EHPAD, effectivement, sont pour des personnes donc, dépendantes, des structures qui offrent un accompagnement complet, donc un service d'hôtellerie complet avec les 5 repas par jour, l'entretien du linge plat, du linge du personnel, l'animation et évidemment les soins et l'entretien du logement, l'entretien de la chambre. Donc l'admission se fait sur avis du médecin coordonnateur. Chaque EHPAD a un médecin coordonnateur, ou devrait en avoir un, quand il peut en trouver un, qui émet donc un avis sur le profil de la personne compatible avec les prestations offertes par l'établissement. Et évidemment, c'est le directeur qui prononce l'admission. Euh, ce sont, c'est important de dire que ce sont des lieux ouverts, donc il y a la liberté d'aller et venir des personnes âgées, et que toute dérogation à cette liberté d'aller et venir, c'est-à-dire éventuellement le placement de la personne dans une unité protégée, la contention, même les barrières de lit, etc., ne se font que sur prescription médicale. Donc normalement, sinon, ce sont des lieux ouvert. Il y a évidemment de l'animation, comme j'ai dit, prise en charge complète. Et au sein de ces EHPAD, on va trouver différents types d'accueil. Donc de l'hébergement permanent classique dans les chambres, dans les unités classiques, mais également des unités de vie qui vont être protégées. Donc là, comme je le disais, sur décision d'un médecin, du médecin coordinateur, des personnes qui peuvent avoir des troubles du comportement, des possibilités de fugue, etc., peuvent avoir un profil compatible avec une unité de vie protégée qui va donc vivre un peu plus en vase clos et permettre une stimulation aussi plus importante de la personne avec une présence de personnel, évidemment, là aussi 24/24. De l'hébergement temporaire, là plus sur la droite, là donc c'est de l'accueil, on va dire classique en EHPAD, sauf que pour le coup, c'est pas définitif, mais temporaire, limité là aussi à 90 jours sur l'année, avec là aussi, comme pour les personnes en situation de handicap, soit de l'hébergement temporaire pour du répit de l'aidant, mais aussi pour s'adapter, essayer tout simplement l'offre d'EHPAD euh, de façon temporaire. Et puis enfin, les PASA, les pôles d'activité et de soins adaptés, qui sont, on va dire, quelque part des sortes d'accueil de jour, mais pour les résidents d'EHPAD, qui présentent là aussi un profil spécifique, qui peuvent être stimulés du point de vue cognitif, et qui donc peuvent être accueillis 1 jour, 2 jours par semaine dans ces unités-là au sein de l'EHPAD. Un dispositif qui relève du plan Alzheimer, hein, du premier plan Alzheimer, et qui fait l'objet d'un financement de l'assurance maladie, de l'ARS. Donc le financement justement des EHPAD, il est soit à travers l'aide sociale par rapport pour le département. Donc là, ce sont les personnes qui ne peuvent pas payer la totalité du tarif. Donc on rentrera plus loin dans cette présentation sur le détail sur l'aide sociale. Le soin est pris en charge entièrement par l'assurance maladie. Et il y a également un financement qui relève de la dépendance, donc de l'APA établissement, qui là est financé en grande partie par le département au titre de l'APA, mais il y a aussi une contribution, comme pour l'APA domicile, une contribution des personnes. Euh, pour rentrer un peu plus là dans le détail du coup des types d'offres qui peuvent être proposées, je parlais de l'hébergement temporaire tout à l'heure. Il y a une nouvelle offre qu'on met en place depuis quelques années qui s'appelle l'hébergement temporaire modulable, qui permet aussi de faire de l'accueil uniquement la nuit,
et de l'accueil d'urgence, ce qu'on appelle l'urgence médico-sociale, hein, c'est dans les 24 heures en semaine. Ça, c'est une offre qui se développe dans certains établissements et qui va être financée pour le coup uniquement par l'APA domicile. Donc l'hébergement temporaire, l'APA domicile va financer 31 € par jour au titre de l'hébergement et la prise en charge du tarif dépendance s'il y en a un. Et pour la nuit, ce sera la moitié, 15,50 € au titre de l'hébergement et toujours le tarif dépendance. Sachant que l'hébergement temporaire peut être financé soit dans le cadre d'un plan d'aide, APA, c'est-à-dire dans le cadre d'un hébergement temporaire programmé, ou lorsqu'il est en urgence ou en sortie d'hospitalisation, peut être aussi pris en charge au titre de l'APA 2, hein, du panier répit. Et enfin, les deux dernières offres, l'accueil de jour, soit au sein d'un EHPAD, soit en service autonome, hein, donc qui ne dépend pas d'un EHPAD. Dans les textes, les accueils de jour ne sont pas réservés aux personnes qui ont une pathologie neurodégénérative. Dans les faits, c'est quand même très majoritairement ces personnes qui sont accueillies dans les accueils de jour. C'est à la fois une solution de répit pour les dents, mais c'est aussi une possibilité de stimuler les personnes, de maintenir une vie sociale, maintenir des activités, de façon à ralentir l'évolution de la dégénération neuro. Là, c'est pareil, c'est un établissement médico-social, enfin c'est un service médico-social, donc avec un contrat de prise en charge, un règlement de fonctionnement. Le financement se fait là aussi à travers l'APA domicile, à hauteur de 41 € par jour maximum pour la prise en charge de la partie, on va dire, accueil, sachant que le repas et le transport ne sont pas pris en charge au titre de l'APA. Et enfin, les unités de soins longue durée, qui sont des structures sanitaires, donc qui sont en gros un peu comme des EHPAD, mais avec une prise en charge de soins beaucoup plus importante, mais qui, en termes de financement, vont être, pour l'instant en tout cas, sauf réforme à venir, financées globalement comme un EHPAD, avec à la fois de l'aide sociale, le cas échéant, de l'APA établissement pour la partie dépendance et une dotation soins pour le soin. Merci, Monsieur Sensé, pour cette présentation détaillée pour les personnes en situation, les personnes âgées, pardon. À côté de ces solutions en établissement, il est important de rappeler le maintien à domicile avec les possibilités d'aide. Donc, pour rappel, vous avez le site qui est en bas de la page qui permet d'accéder au formulaire unique qui va déterminer en fait l'orientation et les possibilités d'aide. Donc, les personnes qui répondront à un certain nombre de questions seront orientées soit vers l'APA, parce qu'elles sont référencées sur le GIR 1 à 4. Et dans le cadre de l'APA, donc vous avez ici à nouveau une explication des différentes aides. Mais je vous rappelle qu'une heure pour l'autonomie avait été faite sur le sujet. Donc, je vous invite à retourner sur celui-ci pour plus d'informations. En tout cas, pour l'APA, vous avez donc de l'aide à la personne, des aides techniques, des aides couvrant donc les différents domaines de la vie courante et des frais spécifiques tels qu'on vient de l'évoquer dans la prise en charge des accueils de jour, par exemple, ou d'accueil temporaire ou autre. Vous avez également de l'aide aux aidants et des aides très spécifiques techniques pour l'aménagement du logement ou encore des aides pour le stationnement avec la carte mobilité inclusive. À côté de ça, donc les personnes qui seraient vraiment beaucoup plus autonomes et avec une perte d'autonomie plus faible, donc elles seront référencées dans le GIR 5 à 6 et là, leur dossier est orienté donc vers l'assurance retraite, la CARSAT. Là encore, différentes aides nécessaires pour faire face aux conséquences de la perte d'autonomie dans les activités quotidiennes sont proposées.
donc, à l'instar de ce qui est proposé dans le cadre de l'APA, il y a des aides humaines, mais également des aides techniques, des aides temporaires également pour tout ce qui est accueil en hébergement, et des travaux d'aménagement du logement. À côté de ces caisses, nous avons également, et il ne faut pas l'oublier, des caisses, donc d'autres caisses, donc avec la protection sociale, notamment pour, par exemple, la MSA, pour les salariés et du régime agricole, par exemple, avec un service d'action sanitaire et sociale qui permet de proposer, par exemple, des subventions pour l'emploi d'aides ménagères, là encore des aides pour le logement ou des actions collectives visant à lutter contre l'isolement ou encore préserver l'autonomie des personnes. Vous avez également le RSI, qui est le régime social des indépendants. Là encore, on a des aides spécifiques aux retraités pour ce qui est sur le même schéma de ce qui a été présenté précédemment. Donc, l'aide à la personne, l'aide au chauffage, l'amélioration à l'habitat et le portage de repas. Enfin, vous avez le régime minier, donc particulier, qui a été créé en 1946 et qui est donc l'héritier des caisses de secours de retraités des ouvriers mineurs instituées par la loi du 29 juin 1894. Et donc, du coup, il assure la protection sociale des affiliés mineurs et de leurs familles. Vous avez donc un service dédié pour l'action sanitaire et sociale et qui est l'ANGDM, pardon. Donc l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, donc qui est en charge de cette politique d'action sociale. Là encore, des aides aux retraités sont proposées, donc pour le maintien à domicile, pour l'aide ménagère, le portage de repas, etc. Les aides à l'habitat, que ce soit pour l'amélioration et adaptation des logements, mais également tout ce qui va être conseil en ergonomie. La santé, des aides au transport et des aides financières dans le cadre de la maladie, ou encore des aides aux aidants, pour, par exemple, de la garde à domicile, de l'accueil de jour, etc. Là, vous avez un lien qui vous est proposé sur justement ce que propose la NGDM en détail. Et puis, à côté de ces caisses, vous avez des caisses complémentaires, hein, donc à titre d'exemple, l'ARG Carco, mais il n'y a pas que celle-là, hein. Donc là, sur cette caisse de retraite complémentaire, pour le public de plus de 75 ans, pardon, relevant de ce régime, vous avez des aides à domicile momentanées. Donc, pour les personnes qui sont en difficulté pour assumer les tâches quotidiennes suite à une maladie ou à une hospitalisation, ou même à une absence passagère de proches, l'aide peut être proposée jusqu'à 10 heures pour une intervention à domicile sur 6 semaines maximum. Vous avez également le diagnostic Bien chez moi qui permet, avec l'aide d'une ergothérapeute, d'identifier les aménagements nécessaires à réaliser au niveau du logement. Une aide qui peut être proposée par la CAF pour le public aidant, qui correspond à l'allocation journalière du proche aidant. Alors celle-ci est actuellement proposée pour tous les bénéficiaires de l'APA. Elle était jusqu'il y a peu de temps uniquement réservée pour des personnes en GIR 1 à 3. Désormais, elle est ouverte aussi bien pour toutes les personnes percevant l'APA que pour également les personnes en situation de handicap de moindre gravité. Pensez également à vous rapprocher des mutuelles, hein, donc les complémentaires santé. Souvent, un panier d'offres
peut être proposé par ces mutuelles. Et également, les communes, via leur CCAS, proposent des aides à la mobilité ou encore une participation aux frais de téléassistance, mais aussi des portages de repas, etc. Ça dépend également des communes et donc, du coup de leur CCAS. Donc, outre les prises en charge spécifiques pour les personnes en situation de handicap ou personnes âgées, des formules mixtes existent qui sont ouvertes aux deux publics. Et là encore, Monsieur Régnier va nous proposer en fait une explication de ces dispositifs alternatifs aux établissements que sont donc l'accueil familial et l'habitat inclusif. Alors, l'accueil familial, donc c'est une solution pour les personnes qui souhaitent vivre dans un cadre familial. Il n'y a pas d'orientation MDPH nécessaire. Ça peut donc concerner aussi bien les personnes âgées que les personnes en situation de handicap. C'est donc bien sûr sous la responsabilité du président du département, et les accueillants familiaux ont un agrément pour 5 ans renouvelable, avec du coup le contrôle de l'agrément. Alors, l'accueillant familial, qu'est-ce que l'accueil familial sur le fond? Le dispositif garantit des conditions d'accueil et de continuité, la protection de la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies. Et pour ce faire, les accueillants suivent une formation initiale et continue assurée par le département. Il y a un contrat d'accueil donc il y a un contrat de gré à gré entre l'accueillant familial et la personne, qui pose les conditions d'accueil et les modalités de financement. Alors, le département est le deuxième département le plus important de France en termes d'accueillants familiaux, après La Réunion, puisqu'il compte 453 accueillants familiaux. Et sur le territoire, puisque le département du Nord est découpé en 7 territoires, il y a des pôles autonomie qui, par conséquent, peuvent épauler les personnes qui cherchent des familles d'accueil et qui également accompagnent les accueillants familiaux. L'habitat inclusif est un mode d'hébergement qui a émergé récemment. Le département, en l'occurrence, est porteur de ce mode depuis bien longtemps et l'a assuré en politique volontariste avant que l'aide à la vie partagée soit mise en place. Qu'est-ce que c'est que l'habitat inclusif? C'est un habitat qui n'est pas donc un établissement social et médico-social, hein. C'est du droit commun. C'est un espace de vie individuel et propre à chaque habitant. Donc, ce sont des logements. Les gens sont chez eux, avec des temps, partagés, si les gens le souhaitent, dans le cadre d'un projet collectif qu'on appelle le projet de vie sociale et partagée. Donc, les habitants construisent ensemble. Voilà, donc on vit dans son logement. On a souvent une salle commune où quelques activités sont proposées pour se réunir, se retrouver, mais ce n'est pas un établissement, ce n'est pas un endroit où le planning des gens est fixé. Donc les gens ont toute liberté d'organisation. Les personnes peuvent bénéficier des services autonomie à domicile ou des services d'aide à la vie sociale, les SAVS ou les SAMSA qu'on a évoqués tout à l'heure. C'est du domicile, c'est considéré comme du domicile. Donc c'est la résidence principale de la personne. Il y a différentes formes à l'habitat inclusif. Ça peut prendre la forme d'une colocation, ça peut être des habitats regroupés au sein d'un même immeuble, ou ça peut être en diffus dans un même quartier, ou alors encore un mix de ces différentes formules. Et l'idée, comme le nom l'indique, hein, c'est d'être inclus dans la cité. Donc
ainsi de limiter le risque d'isolement des personnes et tout en maintenant leur autonomie. Alors, quelques chiffres concernant l'offre, mais Non, très bien. J'y vais alors. Bon, en 2023, en l'occurrence, on avait, pour ce qui est du secteur de l'aide à domicile, les services d'autonomie à domicile, on en avait 242. Ça n'a pas beaucoup bougé hein, en 2024. Qui se répartissent en une majorité de SAD privés lucratifs, 147, de SAD associatifs ou privés non lucratifs, 64, et de 31 SAD publics. Sur le nord, la population étant très élevée, le nombre d'heures est très important. Ces 242 SAD effectuent 7,2 millions d'heures pour la PAD, 2,3 millions d'heures pour la PCH. Bon, l'aide sociale, l'aide ménagère est plus modeste, ça représente 83 000 euros par an. Alors, il y a donc après les deux offres, hein, on a essayé de les présenter à gauche et à droite. Sur la gauche, vous avez l'offre pour les personnes en situation de handicap. Si on prend les chiffres de 2022, on autorisait 226 établissements et services médico-sociaux et pour globalement 7000 personnes, 7000 places. Ces 7000 places se répartissent en une majorité de places d'internat, hein, 4142 places, auxquelles on ajoute 160 places d'accueil temporaire. On avait en accueil de jour 926 places et puis les services, les SAVS et SAMSA représentent 1969 places. Voilà, alors sur cette partie handicap, le taux d'équipement du département pour la partie médicalisée, donc les femmes, est encore pour l'instant moins élevé que les moyennes régionales et nationales. On a 0,69 places pour 1000 habitants dans le nord contre 0,76 sur la région et 0,9 au niveau national. Pour ce qui est des SAMSA, on est au-dessus des deux autres échelles. 0,37 places pour 1000 habitants dans le nord contre 0,32, 0,3 au national. Pour la partie personnes âgées, on a 209 EHPAD. Donc là aussi, les chiffres restent très élevés hein, pour un département que le président qualifie volontiers de hors norme. Ces 209 EHPAD représentent 18 459 places. On a 9 petites unités de vie, 9 PUV qui représentent 109 places. L'accueil de jour autonome, c'est 163 places. On a 72 résidences autonomie qui assurent 4671 places et on a quelques USLD, 16 pour 1010 places. Sans oublier donc les accueils de jour, qu'ils soient autonomes ou intégrés, ça représente 76 structures ou sections. Voilà. On a dans les offres alternatives, comme on évoquait à l'instant, hein, donc vous connaissez les chiffres sur l'accueil familial, ça vaut pour 601 places, 601 personnes accueillies. Et l'habitat inclusif, donc le département du Nord est le premier département de France en termes de nombre d'habitats inclusifs, puisqu'on a 85 projets qui font l'objet d'une contractualisation avec la CNSA dans le cadre de l'aide à la vie sociale et l'aide à la vie partagée, l'AVP, pour 716 locataires. Ouais. Alors bon, les tarifs, on va aller plus vite. Les tarifs, vous les voyez. C'est 58 000, ça va de 58 000 euros en coût brut annuel pour une place de femme à 16 000 euros environ pour une place de foyer logement. Donc, vous voyez, ça suit la question de l'autonomie. On fonctionne par dotation annuelle ou mensuelle versée aux organismes gestionnaires, bien sûr, en fonction des établissements, mais c'est globalisé à l'échelle de chaque gestionnaire. Voilà, et on a des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, des CPOM, depuis 2014.
la version 2023-2027 en cours, donc s'accompagne d'une enveloppe de 5 millions pour financer des mesures nouvelles, en l'occurrence notamment 134 places créées, dont 49 médicalisées. Et on a une politique de subvention d'investissement à hauteur d'environ 3 millions par an. Voilà, il y a eu un bel effort financier du département, hein, pour accompagner le secteur, puisqu'on a une augmentation de 20% en moyenne des dotations entre 2020 et 2024, en comptant le Covid, le Ségur, l'augmentation des points d'indice, tout ça. Mais aussi un effort du département pour revaloriser, notamment en 2023 et en 2024, les dotations de 3 et 2%. Donc, pour la tarification des établissements personnes âgées, on vous a donné quelques exemples de tarifs. Alors, il y a des moyennes, hein, mais la moyenne, elle ne traduit pas forcément la répartition, puisqu'on voit qu'une place en EHPAD, on vous a mis le tarif mensuel, hein, peut aller de 1 700 à 3 900 euros minimum, puisque les EHPAD, hein, ont aussi des structures commerciales lucratives, donc avec des tarifs plus élevés, mais une moyenne en France de 2 310 euros. En résidence autonomie, là aussi, on a une moyenne de 925 euros dans le département, avec une forte variation qui peut aller de 450 euros dans le cas les plus extrêmes en bas à 2400 euros dans le cas le plus extrême en haut. La tarification en EHPAD, là, donc, financement des structures personnes âgées, va dépendre du nombre de places qui sont habilitées et dédiées à l'aide sociale. Si la structure a moins de la moitié de ses places qui est habilitée à l'aide sociale, la structure va fixer son prix de journée. Si par contre elle a plus une majorité de places habilitées à l'aide sociale, donc la plupart du temps c'est la totalité des places en fait qui sont habilitées, c'est le département qui va fixer le prix de journée hébergement, sachant qu'il y a également dans les EHPAD un tarif dépendance qui lui, pour tous les établissements, est fixé par le département. Et on voit que, pour vous donner un exemple sur l'aide sociale, en moyenne, on a 30% de bénéficiaires qui relèvent de l'aide sociale, donc ça veut dire que 70% du public EHPAD paye son tarif. Donc, merci Patrice pour ces précisions. Je vous propose d'aborder la partie du financement, les possibilités d'aide, qu'en est-il de l'aide sociale, les conditions d'éligibilité et les démarches. Donc, on va aborder la partie pour personnes en situation de handicap. Donc, comme cela vous a été proposé en préambule, on vous a repris en fait les différentes typologies en fait d'établissements médico-sociaux, donc notamment les résidences-services, les foyers logements, les foyers d'hébergement, les accueils temporaires et les accueils de jour. Donc, dans le cadre de la résidence-service, qui n'est pas un établissement social et médico-social, on n'est pas éligible, donc il n'y a pas d'aide sociale. Les personnes paient un loyer. Pour ce qui relève donc du foyer logement et du foyer d'hébergement, les personnes paient une contribution. Contribution selon les ressources et tenant compte d'un reste à vivre. Les textes prévoient de laisser aux personnes 30% du montant de la AH, déduction faite si absence, donc si la personne est absente, et un forfait est déduit à partir de 30 jours. Pour les travailleurs, il est laissé 50% du montant de la AH, plus 20% du montant de la AH si au moins 5 repas sont pris en dehors de l'établissement. Pour les non-travailleurs, il est laissé 40% du montant de la AH. Donc, ce qu'il faut savoir également, c'est que le département a une politique plus favorable que les textes réglementaires, notamment pour les personnes non-travailleurs. Pour ce qui relève des accueils temporaires, donc la contribution demandée est de 20 € par jour. Pour les accueils de jour, il n'y a pas de contribution demandée, excepté pour les frais de repas. Maintenant, pour le volet personnes âgées, de même que pour les personnes en situation de handicap, on va aborder les différents établissements. Pour la résidence autonomie, il est laissé aux résidents le montant de l'ASPA augmenté de 10% des ressources supérieures au montant de l'ASPA. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les résidences autonomie sont éligibles à l'APA à domicile. Pour ce qui est des EHPAD et des USLD, il est laissé aux résidents 10% de ses ressources avec un minimum de 1% du montant annuel de l'ASPA, soit environ 121,44 € par mois. Si le résident bénéficie d'un statut pour personne en situation de handicap, il faut pour cela que le taux d'incapacité soit reconnu
Donc, en dessous de supérieur pardon, à 80% avant ses 65 ans. Dans ce cas, il lui est laissé 30% du montant de l'AAH. Concernant les familles d'accueil, l'allocation est versée en fonction des ressources et charges de l'usager. Donc, concernant maintenant donc, les EHPAD et les USLD, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe l'établissement, celui-ci a un coût. Et des aides existent pour baisser le tarif hébergement en EHPAD quand il s'agit d'une personne âgée. Donc, des aides au logement notamment, donc l'APL, donc l'aide personnalisée au logement, elle est versée uniquement si l'établissement est conventionné. L'ALS, donc l'allocation de logement social, elle est versée si l'établissement n'est pas conventionné APL. Son montant est moins élevé que le montant de l'APL. Et également de l'aide exceptionnelle des caisses de retraite complémentaires, telles que la SNCF, la G2R, la GIRCARCO. L'aide sociale générale étant subsidiaire, il est important de faire ces démarches dès l'entrée en établissement. Donc, une liste des EHPAD conventionnés APL est également disponible. Donc, concernant les aides financières, donc, comme on a indiqué, donc, il y a plusieurs allocations allègent le reste à charge pour les résidents éligibles. Pour les tarifs établissements, donc les allocations qu'on vient d'indiquer, l'aide sociale et l'hébergement. Pour le tarif dépendance, donc l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA établissement, et pour l'hébergement et dépendance, la réduction d'impôt. Donc, l'aide sociale générale, qu'est-ce que c'est? Donc, l'idée ici, c'est de vous présenter un peu qu'est-ce que c'est que l'aide sociale. Donc, c'est un ensemble de prestations organisées et financées par le département. Les conditions d'attribution sont régies par le Code de l'action sociale et des familles et le règlement départemental de l'aide sociale. Donc, quelles sont les spécificités de l'aide sociale? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'aide sociale donc, est subsidiaire. Donc, cela signifie que l'aide sociale intervient en dernier recours après épuisement des recours aux ressources personnelles du demandeur, au dispositif de droit commun et à la solidarité familiale. Il a également un caractère d'avance. Les dépenses d'aide sociale sont récupérables et aussi un caractère personnel. Donc, l'aide sociale est accordée en fonction des besoins et de la situation personnelle du demandeur. Elle a également un caractère temporaire et révisable. Donc, une révision peut être opérée à la demande du bénéficiaire ou à l'initiative du département. Donc, quelles sont les conditions de résidence, de nationalité et de domicile de secours? Donc, pour pouvoir prétendre à l'aide sociale, il faut avoir une résidence sur le territoire français, être français ou ressortissant de l'Union européenne ou avoir un titre de séjour en cours de validité. Ce qu'il faut noter également, c'est que le domicile de secours détermine le département qui prend en charge les dépenses d'aide sociale. Donc, à ce titre, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle, volontaire et ininterrompue de 3 mois postérieurement à la majorité du demandeur. Ce domicile ne peut s'acquérir dans un établissement médico-social tel qu'une résidence autonomie ou en famille d'accueil. Donc, concernant les aides sociales à domicile, donc on a l'aide ménagère. Ce qu'il faut savoir, c'est que le SAD doit être habilité à l'aide sociale et les frais de repas. Les ressources du demandeur doivent être inférieures au montant de l'ASPA. Donc, s'agissant du reste à vivre, pour une personne en situation de handicap, on va laisser 10% de ses ressources et à minimum 30% de l'AAH. Sachant que la AAH est aujourd'hui, donc en 2024, de 1 016,05 €. Pour une personne âgée, on est sur 10% de ses ressources et à minima 1% de l'ASPA, donc allocation de solidarité aux personnes âgées. Et donc, le montant de l'ASPA est estimé aujourd'hui à 1 012,02 €. Concernant donc les conditions et modalités, il faudrait donc que pour une personne en situation de handicap, son taux d'incapacité soit donc supérieur à 80% ou entre 50 et 79% avec une RDSAE ou avoir une orientation médico-sociale en cours de validité. Il faut également que la personne en situation de handicap soit hébergée dans un établissement habilité à l'aide sociale. S'agissant donc de la participation, donc il y a un versement d'une contribution fixée par arrêté départemental et calculée en fonction de ses ressources. S'agissant de la prise en charge, donc elle débute donc à la date d'entrée en établissement si le dossier a été déposé au CCS dans les 2 mois, augmenté de 2 mois à la date d'entrée. Pour une personne en situation de handicap, donc
Une personne âgée, pardon, il faut être âgé de 65 ans ou de plus de 60 ans avec une inaptitude au travail et être hébergé dans un établissement habilité à l'aide sociale. S'agissant de sa participation, donc, il y a un versement de 90% des ressources et une participation des obligés alimentaires, donc ascendants et descendants. S'agissant de la date de prise en charge, donc elle débute à la date d'entrée en établissement si le dossier a été déposé au CCAS dans les 2 mois, augmenté de 2 mois la date d'entrée. Donc, on a un recours en récupération de l'aide sociale dès le premier euro engagé sur la succession de la personne. Donc, quelques informations également pratico-pratiques. Donc, où se procurer le dossier d'aide sociale? Donc, auprès du CCAS du lieu de résidence du demandeur. Le dossier doit impérativement être déposé au CCAS du lieu de résidence ou du domicile de secours. Le CCAS dispose d'1 mois pour envoyer le dossier au département, qui est habilité à compléter le dossier d'aide sociale. Le dossier peut être constitué par le demandeur, son représentant légal ou un travailleur social au besoin. Le délai d'instruction, il n'y a pas de délai légal, tout dépend de la complétude du dossier ou non de la présence d'obligés alimentaires. Donc, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a un heure pour l'autonomie qui a été dédié au sujet. On vous a donc indiqué le lien donc en bas de la slide. Et donc, vous pouvez également, pour toute question autour de l'aide sociale, utiliser le formulaire de contact en bas de la page d'accueil du site du département du Nord, donc sur le site lenord.fr. Il y a également un simulateur de prise en charge qui est accessible à tous et qui permet donc notamment le calcul de l'obligation alimentaire. Donc, on vous a mis également le lien et qui permet également d'estimer sa participation au titre d'obligation alimentaire. Donc, ce simulateur de prise en charge a été donc créé par donc une personne du service de l'aide sociale, donc au niveau du département du Nord. Voilà, donc on a également donc des outils qui existent à disposition donc des professionnels, mais aussi des usagers pour se repérer dans ce paysage médico-social à la fois sur la personne âgée et personne en situation de handicap. Et je vais laisser la main donc à Monsieur Régnier qui va vous présenter Via Trajectoire. Euh, voilà, je te laisse naviguer, Aurélien. Ah oui, navigation en direct. Voilà. Ah, c'est risqué ça. Donc, Via Trajectoire, c'est un annuaire qui rassemble l'ensemble des établissements, à la fois pour les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap, donc et qui permet aussi aux professionnels de faire des recherches et de consulter les données. Donc vous, quand les particuliers cherchent un établissement, ils peuvent aller sur l'annuaire. Si on va sur le partie handicap, l'annuaire propose plusieurs modes d'accès, d'entrée. Donc, soit accéder à son dossier, par le dossier d'orientation, voir un peu comment où est-ce qu'il a été envoyé, puisque comment dire, les notifications de la MDPH sont transmises systématiquement par le biais de Via Trajectoire aux établissements qui sont identifiés sur cette notification. Et donc pour la recherche, il suffit de taper le code postal ou de décliner la catégorie. On les a évoqués, par exemple, les établissements, les foyers d'accueil médicalisés, avec du coup différents modes possibles. Si on peut très bien voir s'il y en a, par exemple, je sais pas, moi je vais taper Waterloo. Voilà, y a-t-il des femmes à Waterloo? Et il me semble qu'il y en a un, au moins. Voilà. Donc, on donne, ça indique le FAM de Waterloo et également les femmes qui sont dans les communes avoisinantes. Et donc, après, sur chaque fiche, on peut consulter la présentation de l'habitat, le projet de l'établissement, savoir s'il y a des unités ou pas, avoir connaissance du public. Et encore avoir le détail sur des prestations éventuelles fournies par l'établissement. Voilà, ça vous permet de rechercher rapidement dans un certain cercle l'offre disponible. Merci Aurélien pour cette présentation. Excusez-moi.
On va passer maintenant à la partie personnes âgées, donc un outil également à disposition donc des usagers, mais aussi des professionnels pour vous présenter les structures existantes. Voilà, donc je laisse le soin Ouais. Dessus. Voilà. C'est réaliser son trucage. Hein. Donc, vous avez via Trajectoire, effectivement, pour les personnes âgées, qui vous permet aussi d'avoir un annuaire. Et vous avez également le site pour les personnes âgées.gouv.fr qui permet d'avoir un certain nombre d'informations, à la fois pour trouver éventuellement un relais autonomie ou un clic, des informations plus sur les aides financières, mais également donc un annuaire ici, dans lequel vous allez pouvoir de la même façon rechercher par ville dans un rayon de kilométrique. Du coup, on va taper Waterloo aussi. Hein. Waterloo. Allons-y. Waterloo, on va mettre à 0 km parce qu'on ne veut pas quitter la ville. Et donc, un annuaire, il faut peut-être choisir à ce moment-là un établissement, un EHPAD. Voilà, et on va rechercher et on va pouvoir retrouver l'EHPAD de Waterloo. Sur lequel vous allez avoir une fiche détaillée qui vous permet de voir à la fois le nombre de places, la présence de chambres doubles ou pas, les places habilitées à l'aide sociale, les différents services qui sont proposés, et les prix et les prestations en hébergement permanent, temporaire, chambre simple, chambre double, les tarifs dépendance, et un outil qui vous permet d'avoir un calcul de reste à charge suivant votre situation. Toutes ces informations sont délivrées directement par les établissements qui ont un outil spécifique sur lequel ils doivent se connecter pour tous les ans mettre à jour l'ensemble des données et notamment les tarifs puisqu'ils évoluent tous les ans. Donc, on profite de ce moment aujourd'hui pour rappeler l'importance de cette mise à jour annuelle de façon à ce que le public, puisque c'est vraiment un outil grand public, le public puisse avoir accès vraiment aux données les plus récentes concernant votre établissement. Donc, c'est très important. Merci Patrice pour cette présentation. On va désormais... donc, il y a aussi le site service public qui existe également, qui est aussi un site accessible à tous, usagers et professionnels. Donc, site officiel d'information et de démarches administratives. Pour aller plus loin également, on vous a mis en annexe donc une cartographie des établissements pour personnes en situation de handicap qui est disponible via l'URL en bas de la slide. Et vous avez également le pendant pour personnes âgées avec l'URL indiqué. Donc, on vous a également mis une liste des services d'aide à domicile donc, par territoire. Donc, voilà. Et voilà. Et pour terminer donc cette présentation assez dense, donc aux côtés des prises en charge en établissement et à domicile, donc d'autres formes de solutions sous le modèle de l'habitat inclusif et de l'habitat partagé et de l'habitat intergénérationnel, tendent à se développer pour répondre donc aux attentes et à l'envie du pouvoir avoir un chez soi tout en garantissant une vie sociale. La prise en charge des personnes en perte d'autonomie, qu'elles soient liées au handicap ou en raison de l'avancée en âge, est plurielle dans ses formes. Elle nécessite donc des adaptations face aux besoins. Le quotidien des personnes reste souvent jugé d'embûches. Les démarches, quant à elles, doivent être faites et portées par les personnes confrontées à une situation de perte d'autonomie, sont souvent complexes, tant il peut être difficile de s'y retrouver. Simplifier le parcours reste donc un enjeu prioritaire. La loi du bien vieillir se veut apporter quelques réponses, notamment par la mise en place d'un service public départemental de l'autonomie, SPDA, pour les personnes âgées et handicapées et les approches et les proches aidants. Sorte de guichet unique afin de simplifier leur parcours usager, apporter des solutions concrètes et garantir leur maintien à domicile. Voilà, donc l'émission touche à sa fin. Donc il nous reste à vous remercier pour votre attention et remercier donc Monsieur Régnier et Monsieur Sensé pour leur intervention, participation, mais aussi d'autres professionnels de l'ombre pour leur contribution et l'élaboration du contenu de cette présentation. Madame Novaki, donc responsable des établissements pour personnes en situation de handicap, Madame D'Alessandro, responsable du service aide sociale et le service
donc de Madame Sylviane Driss, donc responsable de service de l'habitat alternatif, et également Madame Leclerc, donc responsable du service régulation des SAD pour notamment la liste des établissements des services d'aide à domicile. Donc on vous remercie encore une fois pour votre attention et on vous propose de se retrouver le mois prochain donc pour le sujet consacré aux démarches anticipées et personnes de confiance qui se tiendra le 26 novembre prochain. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir.